Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, voici Érable en bref, votre émission d'actualité locale et régionale. Côté entrevue, Amélie Hens, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont le siège social est situé à Victoriaville. Voici maintenant vos actualités. Les principales manchettes, on parlera de cette opération policière qui s'est déroulée sur la 20. On parlera aussi de ce projet pilote de notre service incendie en collaboration avec la ville de Victoriaville ainsi que Princeville. On ne parle pas de fusion entre les deux municipalités. On parle aussi de la construction du nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable, qui est toujours dans la mire de nos élus. Enfin, les travaux routiers du côté de Saint-Ferdinand se terminent et non s'éternisent. Commençons par cette opération policière sur la 20 en date du 3 novembre. L'opération policière a été réalisée conjointement entre les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de Drummond, en collaboration avec les agents de contrôle routier Québec de Saint-Hyacinthe. Le but, c'était la sécurité avant tout. Pour ce faire, les agents se retrouvaient à l'intérieur d'un autobus mobile pour surveiller les contrevenants entre Sainte-Hélène-de-Bagotte et Sainte-Eulalie. 35 infractions pour lesquelles des constats ont été émis. 19 constats pour l'utilisation d'un cellulaire au volant. 489 $ d'amende et 5 points d'inaptitude. 14 constats pour avoir omis d'attacher sa ceinture de sécurité, l'amende 314 $ et 3 points d'inaptitude. Et 2 constats pour des automobilistes ayant porté des écouteurs, une amende 171 $. Le but de cette intervention est bien sûr de diminuer la distraction au volant et ainsi éviter des collisions qui peuvent provoquer donc des décès. Une bonne nouvelle maintenant pour le projet pilote entre Victoriaville et Princeville pour les deux services incendie. C'est que la ville de Victoriaville a décidé de renouveler l'entente jusqu'au 31 décembre 2021. Le protocole d'entente est relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie, tout en maintenant tout de même l'indépendance, mais aussi l'autonomie de chacun des services. Le nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable est toujours dans les projets du côté de la MRC, mais à quand cette première pelletée de terre? Le centre serait situé sur le terrain des scouts du côté de Plessisville. Il est question d'un projet de 6 millions de $. Pourquoi un nouveau centre administratif? Premièrement, disons que le bâtiment prend de l'âge et selon les estimations, un 5 millions serait nécessaire pour sa modernisation, mais aussi pour le rendre conforme aux personnes à mobilité réduite. Et une nouvelle construction est d'ailleurs priorisée par les élus puisque le projet est admissible tout de même à une aide financière de 65 % du programme de réfection, dis-je bien, et de construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Du côté de Saint-Ferdinand, maintenant, la population est bien contente de l'arrivée du mois de novembre. Je vous dis pourquoi, car cela met fin aux fameux travaux routiers de la fameuse côte de l'Église, mais aussi du chemin Gosford. Pour la côte de l'Église, eh bien, les travaux ont tout de même coûté 750 000 $ et le chemin Gosford, on parle de 950 000 $. La municipalité a reçu une subvention tout de même de 75 % du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. La municipalité poursuit son développement puisqu'il y aura une nouvelle rue parallèle à la route 165 dans la zone industrielle tout près de l'entreprise Tôle Vigneault pour desservir plusieurs nouvelles entreprises en plus de prolonger la rue industrielle.
Bleu Jeans Bleu, pour terminer ce bulletin de nouvelles, n'a pas obtenu de trophée lors du dernier gala de la Disque. Le chanteur Mathieu Lafontaine, qui est d'ailleurs de Victoriaville. Rappelons que le groupe était en nomination dans 3 catégories, soit Album de l'année, Vendeur et Vidéo de l'année. Cela complète notre bulletin d'information. Vous êtes prêts? Voici maintenant nos entrevues. Aujourd'hui, donc, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous recevons Madame Amélie Hintz. Je vais vous parler un peu d'Amélie. Elle est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, donc du Québec, qui comprend, je vais le mentionner, ou plutôt, tiens, je vais lui laisser nous raconter un peu c'est quoi la Fédération, combien de stations de télévision nous avons au Québec. Alors, vous allez trouver ça super intéressant. Amélie Hintz, bonjour. Bonjour. Amélie, revenons un peu sur le monde de la fédération parce que la semaine dernière, alors je vais dire que l'entrevue est enregistrée le 27 octobre, donc la semaine dernière, les membres de la fédération avaient un congrès. Mais cette année, le congrès était différent à cause, bien sûr, de la COVID. Et là, je me posais la question parce que est-ce que ce fut quand même différent de faire un congrès virtuel plutôt que d'être dans un hôtel, hein? Ça doit être très différent aussi parce qu'on ne peut pas voir les gens, on ne peut pas leur toucher non plus. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Oui, ben c'est sûr que c'était très différent pour l'organisation, mais ce que je peux dire, c'est que ça s'est très, très bien passé. J'avais beaucoup d'appréhension côté technique parce qu'on sait que des fois, il y a des choses qu'on contrôle pas. C'est sûr que nous, on peut organiser tout ce qu'on peut de notre côté, sauf qu'on peut pas appuyer tout le monde qui veut venir se connecter. Puis là, tu sais, il y a souvent des problèmes techniques, de son, d'image, mais à ma grande surprise, il n'y en a pas eu pour aucune des 4 rencontres qu'on a eues virtuellement à l'aide de Zoom. Fait que je suis extrêmement contente. Puis je pense que les participants ils ont aussi trouvé que ça avait bien été, que le message avait réussi à bien passer quand même de la part des formateurs. Donc, pour ça, je pense que c'est un point positif. Qu'est-ce qu'on a appris dans le congrès? Parce que les conférenciers, ça va nous statuer un peu sur les différents plans d'action peut-être pour 2020-2021, là, pour l'an prochain. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez ressorti de nos conférenciers qui serait excellent pour la Fédération? En fait, cette année, on a axé les conférenciers, les formations beaucoup au niveau du numérique. Hein, c'est très, très tendance. On n'a pas le choix en ce moment. Puis ça fait longtemps qu'on est dans un virage numérique quand même. Là, le gouvernement a lancé le plan culturel numérique. Il y a déjà de cela 4 ou 5 ans. Donc, c'est ça. On est dans une mouvance qui s'en va de plus en plus vers ça. Donc, on a eu une première conférence avec André Fortin qui était sur la gestion du changement. Donc, tout le changement, justement, le changement organisationnel, mais aussi personnel, des nouvelles manières de travailler avec le numérique, mais aussi en temps de pandémie. Donc, ça, c'est le genre de choses qui a été abordé. Ensuite, on a eu une formation avec Mathieu Gaudreau, qui, lui, il est président fondateur de letube.tv. Donc, il nous a parlé, en fait, des défis de la création de contenu en continu, parce que ça, c'est un des défis actuellement je dirais pas mal tous les médias parce que les gens ils attendent plus la sortie du journal de la fin de semaine ou le téléjournal à 10 heures le soir pour s'informer. Ils s'informent toute la journée, très rapidement. Ils veulent savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe en temps réel. Donc ça, c'est un défi grandissant que nos membres aussi, les TV communautaires, ont à faire face. Donc, il nous a donné plusieurs stratégies à adopter pour mieux arrimer le contenu, en fait, avec ce que les consommateurs recherchent. Et finalement, on avait une dernière conférence de Myriam Gessier qui était sur la découvrabilité, donc de l'importance de comment bien
comment bien écrire pour le web, mais comment qu'on soit bien détectable par les bots qui vont faire en sorte que quand les gens font des recherches, c'est nous qui découvrent. Il y a beaucoup de choses. Ça change extrêmement vite dans cet environnement-là. Myriam Gessier était venue l'an dernier donner une conférence dans le cadre du congrès, et cette année, elle a réactualisé un peu ce dont elle avait parlé l'an dernier, parce que c'est ça, les algorithmes de Google et même des autres réseaux sociaux, ça change extrêmement vite. C'est important de rester à la page pour être sûr que les gens découvrent ce qu'on fait. Parce que c'est bien beau avoir une production, mais si les gens sont pas capables de nous trouver, il y a personne qui peut en profiter. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Fait que ça fait le tour un peu des conférences, formations qu'on a eues cette année là, dans le cadre du congrès virtuel. Voilà. Et on sait bien qu'avec un congrès, il y a toujours aussi des élections. Alors, on va en parler. Donc, le président a été renommé à l'unanimité, hein? Oui, cette année, Sylvain Racine n'était pas en élection, donc il va continuer son mandat pour sa deuxième année de mandat. Et effectivement, au conseil d'administration qui a suivi, il a été renommé à la présidence, qui est maintenant appuyé par Anne-Christine Charret à la vice-présidence, Émilie Boulay-Chouinard qui est au secrétariat, Marc Després qui est à la trésorerie, et les administrateurs Sophie Ricard, Robert Julien et Audrey Prudhomme. Oui, et en même temps, j'aimerais souligner ou mentionner que votre président vous a félicité pour vos états financiers. Hein? C'est ça, oui. C'est sûr qu'on a quand même une gestion saine des finances à la Fédération. Puis, on fait partie des regroupements quand même chanceux parce que la pandémie a pas tant eu d'impact sur nos revenus, vu que nous, on est à majorité financés à la mission par le ministère de la Culture et des Communications. Puis, on a l'opportunité aussi de gérer plusieurs projets. Donc, c'est sûr que on est très chanceux dans ce sens-là. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu plus dur que d'autres. Ça a été beaucoup plus dur pour certaines télévisions qui ont perdu des revenus autonomes. Donc, nous, on se considère quand même chanceux, puis on a été capable de bien gérer là, au niveau des finances. Voilà. Donc, le plan d'action là, pour 2020-2021, ce serait quoi là, le plan d'action? Parce qu'on ne sait pas, est-ce que la COVID va être encore là? Elle ne sera pas là? Est-ce qu'il y a 2 plans d'action? C'est possible. Non, on fonctionne qu'avec un seul plan d'action parce que la plupart des choses qu'on décide de mettre en place, on peut les mettre en place soit à distance ou d'une manière où on n'a pas besoin nécessairement de se voir. Donc, c'est ça, on évite de travailler en double de toute façon. Puis, on le sait que ça va être l'incertitude pendant encore longtemps. Donc, tu sais, on s'enligne comme si on allait rester comme ça, de cette manière-là, encore pour l'année prochaine, ce qui risque d'être le cas de toute façon. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui change d'habituellement, finalement, dans notre plan d'action. Puis, on va focusser sur les projets qu'on a en ce moment, en collaboration avec les 2 autres associations de médias communautaires et nos agents de développement numérique qui devraient mettre sur pied des mesures, des formations pour aider nos membres. Donc, c'est là-dessus qu'on va le plus développer dans la prochaine année. Voilà. Donc, peut-être en guise de conclusion, là, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Parce que j'aimerais ça qu'on parle un peu de la fédération, parce que pour les gens, ça a l'air loin. Oui, on connaît les télévisions communautaires, mais la fédération fait quoi finalement? Nous, on est là pour appuyer nos membres, pour les aider dans les différentes démarches qu'ils ont à entreprendre. On les représente auprès des gouvernements pour revendiquer certaines choses, mais aussi des négociations gouvernementales par rapport au programme d'aide au fonctionnement. On essaie d'aller chercher des subventions, des programmes qui sont mis sur pied, comme l'initiative de journalisme local qui avait été développée par le gouvernement fédéral. Là, nous, on est devenu un partenaire de Patrimoine canadien pour implanter ça chez certains de nos membres ici au Québec. Puis, c'est ça, on met en place des formations, de l'accompagnement pour nos membres. Donc, je dirais que c'est ça les principales actions qu'on pose. Alors voilà. Donc, pour l'état de santé des télévisions communautaires, on en a parlé juste un
petit peu. Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce qu'avec les diffuseurs, ça va bien? Parce que c'est toujours, faut être diffusé aussi tant qu'à faire des émissions, là. Alors, ça se passe comment, là, de ce côté-là, pour la prochaine année, peut-être, là? Ben, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais c'est sûr que c'est tellement différent d'une télé à l'autre. Il y a plusieurs télédiffuseurs sur le territoire, donc on peut pas faire de grandes généralisations. Il y en a pour qui ça va mieux que d'autres, ça c'est évident. Il y en a qui avaient des difficultés avant la COVID, qui en ont encore plus. Il y en a pour qui, au contraire, ça va mieux. Ils ont réussi à se renouveler puis à faire les choses différemment, puis ça roule. Mais c'est sûr que pour à peu près tout le monde, le plus difficile, c'est d'avoir perdu une grande partie de leurs bénévoles parce que maintenant, ils peuvent plus nécessairement faire appel à leurs bénévoles. Travailler en groupe, c'est pas possible. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est de ce côté-là que ça a fait le plus mal pour la programmation, les tournages, etc. Mais c'est ça. C'est difficile à voir comment ça va aller là, avec la situation actuelle. Donc, on fait juste espérer que ça aille pour le mieux. Oui, et en même temps, ben moi, je trouve que la force, c'est peut-être la même opinion de votre côté, la force, c'est vraiment l'actualité locale et régionale, hein, c'est ça. Parce que est-ce que vous priorisez des choses dans la programmation des télévisions communautaires? Oui, c'est sûr que les TV, ça change pas leur mission, là, c'est d'offrir de l'information locale à leurs citoyens. Donc, mais c'est sûr que nous, ici, à la Fédération, on n'a pas de contrôle sur la programmation des télévisions parce que toutes les télévisions sont autonomes. Donc, elles font exactement ce que la population veut qu'elles fassent puisque c'est des télévisions communautaires gérées par le milieu. Donc, ça, c'est un principe très cher à nos yeux. Donc, mais c'est sûr qu'en ce moment, l'information locale, c'est pas quelque chose qui va être moins en demande dans les prochains mois, en tout cas. Mm-hmm. Au moins, comme on dit, chaque télévision communautaire, lorsqu'on a des interrogations, ben, on a au moins une fédération pour nous aider. En gros? Oui, ben, on espère, puis on va continuer à être là pour appuyer tout le monde. Ben, merci beaucoup, Amélie Hens, de nous avoir fait un grand résumé. Et puis, on se dit sûrement à l'année prochaine pour un autre état financier. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je m'entretenais avec Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Alors aujourd'hui, du côté de l'émission Érable en bref, nous allons interviewer, c'est Martin Drouin. Martin Drouin qui a déjà fait des entrevues à Érable en bref, puisqu'il fait partie, entre autres, de la troupe Capla, mais également du Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville. Et maintenant, on est en campagne de financement. On appelle ça le bébé de Martin. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Martin. Mais bonjour Lydia. Mais raconte-moi, pourquoi on dit que c'est ton bébé, là? Il fallait absolument que ce soit toi qui fasses l'entrevue. Oui, ben en fait, l'idée part de moi à l'origine. On cherchait des façons originales de s'autofinancer, comme M. Legault l'a demandé à tous les artistes d'essayer de se renouveler. Donc, on cherchait différentes façons. Et puis, moi, je suis arrivé avec l'idée d'un spectacle bénéfice, donc un spectacle d'humour bénéfice, parce qu'on sait que les gens aiment beaucoup rire, que ce soit au théâtre, au cinéma et surtout en spectacle d'humour. Donc, j'ai lancé l'idée, les gens ont trouvé ça intéressant. Puis ensuite de ça, ben, j'ai fait les démarches pour trouver les humoristes, puis présenter les différents choix aux membres du comité organisateur du festival et ainsi qu'au conseil d'administration de Capla, puisque c'est conjointement que cette activité-là va se tenir, donc les deux organismes ensemble. Voilà. Et quand on parle de campagne de financement, c'est quand même nécessaire, hein, autant pour Capla que pour le festival. Il y a des besoins. Bien, tout à fait. Un festival et une troupe de théâtre, ça fonctionne de la même façon que n'importe quelle compagnie. On doit trouver des fonds pour pouvoir continuer de grandir. Donc, moi, je suis arrivé avec cette proposition-là. Et puis, c'est là qu'on est rendu. On est rendu à présenter ça. Voilà. Donc, on a hâte d'avoir les noms. Donne-moi les noms de ces deux humoristes-là. C'est sûr et certain que c'est comme le nerf de la guerre, si on peut dire, qui on a engagé pour nous faire rire cette soirée-là. Eh bien, c'est deux humoristes.
ils vont se partager la scène 45 minutes chacun. Donc, il n'y a pas une première partie puis un artiste là, en vedette. C'est 2 vedettes qui vont se partager la scène cette soirée-là. Tout d'abord, quelqu'un qui est un peu plus connu, on a Mathieu Gratton, qui a fait partie, entre autres, de Crampe en masse, pour ceux qui connaissent le groupe, qui a un humour un peu plus rapide. Dans le fond, Mathieu Gratton, il qualifie son humour de déjanté qui décoiffe. Donc, Mathieu Gratton, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de métiers derrière lui. Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le domaine. Pas seulement que de l'humour, il a fait de la télévision aussi. Il écrit beaucoup, en fait, pour le groupe Crampe en masse. C'était lui qui écrivait la majorité des textes. Donc, il a gagné des Oliviers, différents prix, et puis s'est remis, disons, dernièrement, là, vraiment à faire de la scène. Donc, on est très content de l'accueillir chez nous pour notre activité de financement. Oui, et qu'est-ce que vous aimez de Mathieu Gratton? Pour les gens qui ont pris la décision de choisir Mathieu Gratton, c'est souvent des gens qui ont connu, entre autres, le groupe Crampe en masse. Donc, un humour qui est un peu absurde, mais tellement déjanté qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, on s'attend à avoir de belles surprises de la part de Mathieu Gratton. C'est ce qu'on s'attend. Des fois, ça peut être incisif aussi, hein, je pense, avec Mathieu. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, l'autre humoriste, est-ce qu'il est connu autant que Mathieu Gratton? Pas autant, mais ça ne saurait tarder, selon moi. C'est un humoriste qui vient quand même de la région, disons, éloignée. Il vient du centre du Québec. Il est de Drummondville et c'est Marco Métivier. Donc, Marco Métivier, personnellement, je l'ai connu à la radio. Donc, il fait des chroniques à la radio du côté de Drummondville. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai connu. Est-ce qu'il fait des chroniques humoristiques? Tout à fait. Tout à fait. Il fait ce qu'on appelle des roasts parfois, des chroniques humoristiques à thématique. Je l'ai entendu d'ailleurs en faire une sur Noël, une sur l'Halloween, mais de façon régulière, là, on peut l'entendre là, à toutes les semaines. Il fait aussi son dernier dada, c'est faire des publicités pour des commerces du côté de Drummondville, mais des publicités humoristiques. Donc, faut pas être trop chauvin parce qu'il va nous écorcher un petit peu. Donc, Marco Métivier, quand on regarde un peu son style d'humour, moi, je le compare un petit peu à Philippe Barnes, on peut dire, pour ceux qui ont plus le référent. C'est un raconteur. OK? Donc, il fait du stand-up, mais il nous raconte des histoires. Fait que c'est pour ça que lui, il se nomme un humoriste hybride, donc entre le conteur et le stand-up. Puis, il a participé à plusieurs émissions à la télévision, les soirées Juste pour rire, le Comedy Club, Trait d'humour, En route vers mon premier gala Juste pour rire. Donc, puis c'est un habitué aussi là, des festivals, le Comédia, le ZooFest, Juste pour rire. Donc, puis, évidemment, COVID oblige, il a dû interrompre malheureusement, sa première tournée avec son premier spectacle qui s'appelle Oui, c'est vrai. Donc, c'est des numéros de ce spectacle-là qui va nous présenter là, ici à Victoriaville. Alors, c'est noté. Bon, mais justement, juste avant de conclure, j'aimerais ça qu'on écoute quelques extraits de ces deux humoristes, question de nous donner l'engouement d'aller voir ce show-là. Et tout de suite après, vous allez revenir avec nous, Martin, pour nous donner les dates. Ce sera sûrement pas en 2020, hein, les présentations. Là. Et non, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Alors, on commence par Mathieu Gratton? Oui. Ça devient malaisant pour moi, tu sais, parce qu'en plus, tout le monde sait qu'elle s'est rematchée, puis avec qui elle s'est rematchée, là, Ricardo. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est lui qui fait les lunchs de mon fils une semaine sur 2 pour l'école, puis l'autre semaine, c'est moi, esti, hein?
Il se fait voler son lunch. Pas par les enfants, par les profs, câlisse. Tu sais, avec les années, on les a tout entendus, les blagues sur les femmes au volant, puis tout ça. Puis tu sais, c'est démodé comme propos, tu sais. Ma blonde, là, sur la route, là, check toujours la vitesse. Fait toujours ses angles morts. Elle s'organise qu'il y ait toujours du gaz. Elle est capable de gérer la vitesse des essuie-glaces. Oh. Et le plus impressionnant, mesdames et messieurs, c'est qu'elle fait tout ça côté passager. Oui. Oh oui. Mais je l'aime. Et maintenant, Martin, on poursuit avec quel autre humoriste? Eh bien, il s'agit de Marco Métivier. Accueillez Marco Métivier! Marco Métivier! Je suis dans le trouble, je suis pogné pour aller le louer. Non! Elle l'avait chez eux. Les films d'horreur, c'est rendu fucké, là. Parce que moi, s'il faut qu'une nuit, elle se réveille, puis qu'elle me fait « Papa, pow! » Je la gèle, c'est... Mauvais, mais mauvais en construction. Écoute, hey, je pense que ton niveau est brisé, il y a une bulle d'air dedans. Et en guise de conclusion, là, bon, donne-moi les fameuses coordonnées ou encore, est-ce qu'on peut offrir en cadeau des billets pendant le temps des fêtes? Tout à fait, et c'est ce que je vais faire personnellement. Donc, les billets sont en vente à partir du 1er novembre du côté du site internet lepointdevente.com. Donc, il n'y a pas de vente physique là, pour 2020 étant donné les circonstances, mais ça se trouve sur lepointdevente.com au coût de 40 $ du billet. Et pour deux shows, dans le fond, hein? C'est quand même deux humoristes, là. Tout à fait, deux humoristes différents, de grands talents qu'on risque pas nécessairement de revoir ensemble. Donc, c'est une combinaison unique, c'est pour un soir seulement. Il s'agit du samedi 30 octobre 2021 à 20h. Merci beaucoup, Martin. On t'a bien parlé de ton bébé, comme on dit. Alors, bon succès aussi pour cette représentation-là. Donc, on répète les dates, vas-y, qu'on enregistre. Le samedi 30 octobre 2021 à 20h, c'est au pavillon du Mont Arthabasca. Et les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 40 $. Ben, merci beaucoup. On se dit sûrement une prochaine fois, Martin. Salut! Oui, tout à fait. Bye! Alors, je m'entretenais donc avec Martin Drouin qui nous a parlé de cette campagne de financement pour la Troupe Capla, mais également pour le Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville. Cela complète l'émission Érable en bref. Merci d'avoir été présent avec nous. Vous désirez revoir nos émissions? tvce.org, notre site web, ou encore vous avez un scoop pour nous, allez-y par courriel tvcérable@outlook.com. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.